Mozambique, la mère de Macomia, Joaquina Nordine, s'est rendue dans le village de Cabo Delgado pour venir en aide en livrant des fournitures à la suite de plusieurs attaques islamistes dans la région. Au Zimbabwe, les candidats à la présidentielle et aux législatives du 30 juillet prochain déposent devant la justice leur dossier de candidature. Ces élections générales sont les premières depuis le départ de Mugabe. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a réclamé jeudi l'ouverture d'une enquête internationale suite à la publication du premier rapport sur des violations commises dans la région du Cachemire. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur Sika au Mozambique. La mère de Macomia, Joaquina Nordine, s'est rendue dans le village de Cabo Delgado et ceci pour venir en aide et en livrant des fournitures à la suite de plusieurs attaques islamistes dans la région. Reportage. Dans la nuit du 4 juin dernier, des hommes armés de machettes ont fondu sur le village de Naondé, près de Macomia. Ils y ont tué 7 villageois et incendié plus d'une centaine de maisons. 2 jours après, au moins 5 autres personnes sont mortes dans les mêmes circonstances dans un autre hameau dénommé Namaluko. Que ce soit pour la population ou pour la police, il n'y a aucun doute, les auteurs de ces attaques font partie des Shabab, ce groupe de jeunes musulmans radicaux qui fait régner la terreur depuis des mois dans la province de Cabo Delgado, à la frontière avec la Tanzanie. Afin de venir en aide aux habitants, la mère de Macomia s'est rendue dans le village de Cabo Delgado. Le gouvernement a dit que nous devons nettoyer l'épave de nos maisons. Puis nous obtiendrons de l'aide en nous donnant du bois et du bambou pour reconstruire notre maison. Si j'avais fugué, comment aurais-je pu trouver cette aide? Nous voulons de l'aide pour reconstruire nos maisons, avec du bois et si possible avec une feuille de zinc. Le quartier Manica apporte sa solidarité. Nous voyons ici les gens de Manica qui coupent ces bois pour aider les gens de Lomé à construire leurs maisons. D'autres solidarités arrivent avec d'autres fournitures comme des seaux, des draps, une contribution du village de Pangani. Cible des dernières attaques, la région de Macomia a pris aujourd'hui des allures de camp retranché. Le gouvernement y a même décrété un strict couvre-feu. Au Bénin, plusieurs dizaines d'acteurs gouvernementaux, sécuritaires, experts, chercheurs étaient réunis ce 14 juin à Cotonou dans le cadre du dialogue national sur le thème frontières, tourisme et extrémisme violent au Bénin. Il est ici question d'échanger les expériences et les analyses sur les enjeux des frontières et du tourisme à l'ère de la montée de l'extrémisme violent dans les pays voisins. Reportage. Face à l'insécurité montante dans les pays limitrophes du Bénin, il y a lieu que les acteurs politiques, les forces de défense et de la sécurité, la société civile et les experts mutualisent les connaissances afin d'avoir une meilleure compréhension de l'extrémisme violent ainsi que de sa prévention. Investir dans la prévention permettra de développer le tourisme au Bénin. La lutte contre l'extrémisme violent doit être globale. Son éradication n'est possible que dans le cadre d'une synergie d'action et que le succès de celle-ci ouvre les portes d'un tourisme sécurisé et par ricochet le développement de notre pays, le Bénin. L'objectif global de ce dialogue national est de contribuer à une meilleure prise de conscience de la nécessité d'investir dans les zones frontalières afin de les éloigner du terrorisme et autres actes abjects. Tous les problèmes que vous avez aujourd'hui de terrorisme, comme nous appelons terrorisme, ou bien d'extrémisme violent, c'est tout local. Ça, les causes sont toutes des causes locales. Et on fait venir l'international pour appuyer les causes locales. Vous voyez, ils sont en Libye, ils se battent en Libye. Ils sont en Irak, ils se battent en Irak. Maintenant, il faut forcément que les conditions soient réunies dans un pays pour que ça arrive. Et nous pensons que nous essayons de décrypter
l'extrême violence pour savoir quelles sont ces conditions-là pour le Bénin et agir dessus pour éviter que cela n'arrive. Cette rencontre s'est tenue dans le cadre de l'édition 2018 de la Semaine des frontières béninoises. Au Zimbabwe, les candidats à la présidentielle et aux législatives du 30 juillet prochain déposent devant la justice leur dossier de candidature. Ces élections générales seront donc, il faut le dire, les premières depuis la démission forcée en novembre de l'ancien président Robert Mugabe. Les candidats à la présidentielle, aux législatives et aux élections municipales au Zimbabwe étaient appelés à faire acte de candidature auprès des tribunaux dans tout le pays ce jeudi. Tout comme son principal adversaire, le patron du mouvement pour le changement démocratique MDC, Nelson Chamisa, le chef de l'État en exercice, Emmerson Mnangagwa, a déposé ce jeudi son dossier de candidature pour la présidentielle du 30 juillet prochain, le premier scrutin depuis la chute de Robert Mugabe. Parmi les autres candidats qui ont déposé leur dossier figure Joyce Muduru, une ancienne vice-présidente de Robert Mugabe, limogée en 2014, Thokozani Coupé du MDC, parti en proie à de fortes divisions, Violette Mariacha du Mouvement pour la démocratie unie, UDM, ou encore Noah Manika de la formation Build Zimbabwe. Alors que les élections de l'Mugabe ont été régulièrement entachées de fraude et de violence, le président Emmerson Mnangagwa a promis des scrutins libres, honnêtes et transparents. Mais l'opposition reste très méfiante. Pour être durement enregistré pour la course à la présidentielle, les candidats doivent débourser $1000 et être parrainés par au moins 100 électeurs enregistrés sur les listes électorales et issus des 10 provinces du pays. Emmerson Mnangagwa devrait, sauf énorme surprise, remporter la présidentielle face à une opposition divisée et orpheline après la mort en février du chef historique du MDC, Morgan Tsvangirai. Région disputée du Cachemire entre l'Inde et le Pakistan, la publication du premier rapport sur des violations commises dans la région suscite la réaction de l'ONU. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a réclamé jeudi l'ouverture d'une enquête internationale. Reportage. Le rapport présenté par l'ONU comme le premier du genre au sujet de cette région à la frontière entre l'Inde et le Pakistan fait état d'impunité chronique pour les violations commises par des forces de sécurité. Sa publication survient après des mois d'affrontements meurtriers dans l'ancien royaume himalayen. La flambée de violence de juillet 2016 a été déclenchée par le meurtre par l'Inde du commandant rebelle de 22 ans, Burhan Wani. La demande d'accès au Cachemire du haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme avait été refusée par les deux gouvernements. Son bureau a alors rassemblé à distance des informations sur les violations commises dans la région entre janvier 2016 et avril 2018 qui ont abouti à ce rapport. Les dimensions politiques du conflit entre l'Inde et le Pakistan sont depuis longtemps au centre des préoccupations, mais il ne s'agit pas d'un conflit figé dans le temps. C'est un conflit qui a privé des millions de personnes de leurs droits humains fondamentaux et qui continue à ce jour d'infliger des souffrances indicibles. C'est pourquoi je vais exhorter le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à envisager la création d'une commission pour mener une enquête internationale indépendante et exhaustive sur les allégations de violation des droits de l'homme au Cachemire. Il est essentiel que les autorités indiennes prennent des mesures immédiates et efficaces pour éviter la répétition des nombreux exemples de recours excessif à la force par les forces de sécurité au Cachemire. Le Cachemire est divisé depuis la fin du règne colonial britannique en 1947 et l'Inde et le Pakistan en revendiquent chacun la souveraineté intégrale. L'Inde campe environ 500 000 soldats dans la partie qu'elle contrôle pour lutter contre des groupes de rebelles qui réclament l'indépendance du Cachemire ou son rattachement au Pakistan. L'actualité s'est terminée, mais on retrouve une autre actualité, beaucoup plus le sport. Johannes Toanou, bonjour. Bonjour amis spectateurs, bonjour. On l'avait évoqué hier, la Russie entre officiellement en compétition. La messe du football se déroule là-bas et officiellement la Russie a triomphé 5-0 face à l'Arabie Saoudite et met donc la pression
aux pays qui sont dans ce même groupe, à savoir l'Égypte et l'Uruguay. Tout à fait, quand je vis à Métonou, Russie qui organisait ce mondial-là, une Russie dont on n'était pas tout à fait certain des capacités et de la possibilité de briller lors de ce mondial, mais bizarrement ou heureusement, fort heureusement, ils ont, ces Russes-là, déjoué les pronostics avec Yuri Gazinski qui a donné l'avantage de la tête depuis la 12e minute de jeu à la Sbornaïa, qui a doublé la mise par Denis Cherichev avant la pause. C'était donc 2-0. Mais seul ombre de tableau, il faut signaler qu'il y a eu la blessure d'un des meilleurs joueurs de la sélection russe, notamment le milieu de terrain Alan Zagoev. C'était depuis la 24e minute de jeu, en deuxième période, avec des changements substantiels, notamment l'entrée d'Atem Ziouba. Des buts sont venus. Finalement, le score est sans appel, 5-0. Un score qui, vous l'avez dit, met doublement la pression sur les pharaons d'Égypte, première nation africaine, donc à rentrer en compétition. Et ce sera face à la Céleste, l'Uruguay de Luis Suarez, qui fait quand même figure de grandissime favori dans ce groupe-là. Mais le sélectionneur des pharaons d'Égypte, Hector Cooper, a rassuré tout le monde hier. Mohamed Salah, le capitaine de la sélection, grand attaquant devant l'éternel, l'un des tout meilleurs buteurs européens, sera bien apte et devrait donc être titulaire pour amener sa sélection très loin dans ce mondial. C'est en tout cas tout le mal que nous pouvons leur souhaiter. Alors vous le disiez, c'est Salah contre Suarez, mais c'est aussi Salah contre Cavani. Il ne faut pas perdre de vue l'attaquant du Paris Saint-Germain. Donc c'est Nord-Américains qui ont donc la compétition dans les jambes. Est-ce que vous pensez que l'Égypte a une chance de battre l'Uruguay aujourd'hui? Je dirais que l'Égypte a une chance. Pourquoi? Parce que c'est une très jeune sélection. Il n'y a pas, à part peut-être le doyen El Hadari qui va battre 45 ans déjà, qui va battre tous les records de longévité à la Coupe du Monde pour cette fois-ci. C'est une très jeune équipe et un sélectionneur qui est très très discipliné. Je crois que c'est une défense en bloc, on évolue vers l'attaque et ils ont la cerise qui suit le gâteau qui est quand même Mohamed Salah. Donc j'espère, en tout cas je crois qu'ils ont largement de quoi inquiéter le pays organisateur et pourquoi pas prendre forcément les 3 points face à l'Arabie Saoudite qui visiblement pourrait faire office de serpent de mer dans ce groupe-là. De toutes les façons, on va suivre cette rencontre à partir de 13h tout à l'heure et les prières en Afrique sont beaucoup plus tournées aujourd'hui vers l'Égypte. Un dernier mot, journaliste? Rapidement, préciser qu'il y aura 2 autres matchs aujourd'hui, notamment le groupe B, Maroc-Iran. Donc et Portugal-Espagne qui est quand même je dirais la finale même avant l'heure puisque c'est l'un des plus gros matchs de ces phases de poule là pour la Coupe du Monde. Merci donc à vous journaliste Toanou et c'est sur cette note que nous refermons cette édition mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. L'information revient dans quelques instants sur Sika. À très bientôt.